Ok. Alors bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous sentez prêt à attaquer la leçon de cet après-midi? Grosso modo, une motivation sans faille, je vois ça. Ok. Alors, je me présente en deux mots. Je m'appelle Bruno Dumas. Je suis professeur d'université, pas à l'ULB. Donc je suis professeur à l'université de Namur. En fait, je suis une des raisons principales pour lesquelles vous allez avoir un petit logo Université de Namur en fait qui sera imprimé sur votre diplôme. Parce qu'en fait la formation, je pense que vous l'avez vu, est une collaboration entre l'ULB, l'UNAMUR et toute une série d'entreprises. L'autre truc, c'est qu'en fait je suis, j'ai envie de dire officiellement, je suis professeur d'informatique. Dans les faits, je suis surtout professeur d'interaction humain-machine. En fait, l'interaction humain-machine, c'est le pendant informatique de ce que vous étudiez ici, en fait. Donc là, on se préoccupe surtout, en fait, dans mon groupe de recherche, à regarder ce qui se passe, en fait, comment des utilisateurs interagissent avec des dispositifs numériques, quels qu'ils soient, que ce soit du coup des sites web, que ce soit des applications mobiles. Que ce soit des systèmes peut-être plus poussés, comme par exemple des systèmes interactifs qu'on peut en trouver dans des musées, ou bien même des systèmes de réalité augmentée, réalité mixte, comme par exemple le Vision Pro qu'a sorti Apple. Et en fait, c'est ce que je vais vous proposer de faire en fait cet après-midi, justement, c'est un petit peu de tourner autour de ces thèmes. Parce que je pense, sauf erreur de ma part, que jusqu'à présent, la plupart des exemples que les précédents enseignants qui vous ont donné cours jusqu'à présent étaient plutôt, je dirais, une sorte de duo, soit développement web, développement mobile, application mobile, mais enfin, peut-être à la rigueur, application sur ordinateur, mais et encore la plupart du temps maintenant, on passe en fait plutôt par du design web aussi. Et ce que je vais vous proposer de faire, en fait, c'est de se poser la question au-delà du WIMP. Ce qui normalement devrait vous générer tout de suite la question, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va commencer justement par le petit jeu de devinette. Alors, WIMP, c'est un acronyme. WIMP. C'est 4 mots anglais, en fait. Et pour tous ceux qui ont un ordinateur devant eux, il y en a quand même quelques-uns, si vous regardez le bureau de votre ordinateur, vous devriez trouver un exemple en fait de chacun des 4 mots qui se trouvent en fait sur votre écran. Alors, le W c'est pour Windows effectivement. Ah, icon. Ouais, effectivement. Après, le M est un peu plus difficile. Pardon? Il n'était pas si difficile que ça, effectivement. Et du coup, le P c'est pointeur. Ouais, c'est le curseur. C'est le curseur en beau français. C'est le pointeur. Et donc, par pointeur, en fait, on entend le. J'espère que vous n'allez pas tricher, hein, parce qu'effectivement, la réponse est juste. Non, jamais. Et donc, en fait, le pointeur, donc, ça va être la petite flèche hein, qui vous permet en fait de manipuler les éléments qui sont affichés sur votre écran. Le menu, c'est les menus qu'on trouve en haut des fenêtres. Les fenêtres, les voilà, et puis les icônes. Et en fait, ça a été ce qu'on appelle en fait un paradigme d'interaction qui existe depuis un certain temps. Et en fait, un certain temps, mais pas si longtemps que ça en vrai. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va voir. C'est que, donc, ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, en fait, c'est d'abord commencer par une sorte de petit historique. Alors, l'historique, on va pas passer beaucoup de temps, mais ce qui m'intéresse en fait avec cet historique, c'est de vous montrer que l'informatique, elle a évolué. Bon, ça, je pense que vous en doutiez.
que la manière dont on interagit en fait, donc ça qui est typiquement la manière d'interagir plutôt avec les ordinateurs, un peu moins avec les GSM, quoique, est apparu en fait au fur et à mesure d'une toute une série de découvertes, de réflexions et autres, et que c'était pas la seule en fait, la seule manière d'utiliser un ordinateur à laquelle on a pensé dans les années 70-80. Et qu'il y en a toute une série d'autres en fait qui a été déjà explorées à ce moment-là, et qui commencent à sortir actuellement. Et donc mon but vraiment pour cet après-midi, c'est de vous donner une sorte comment dire, un peu de paysage des différentes manières qu'on peut avoir pour interagir avec des systèmes numériques. Alors on va parler réalité augmentée par exemple, donc j'ai cité le Vision Pro en l'occurrence. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité technologique, je pense que vous avez dû voir réalité augmentée, réalité mixte, c'est un sujet qui prend de plus en plus d'essor. Bonjour. Apple ne sont pas du tout les premiers en fait à s'intéresser au sujet. En fait, ça fait déjà un sacré moment justement qu'il y a plusieurs grosses entreprises qui s'y intéressent. Et l'autre chose aussi que je vais proposer de faire en fait, c'est aussi de considérer, je dirais, la manière d'interagir avec du digital un petit peu en prenant un petit peu de recul, en disant mais en fait en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on utilise quand on interagit avec un système numérique et comment est-ce qu'on peut ouvrir. Donc voilà, j'ai appris récemment que dans mon équipe de recherche, j'ai la réputation d'être quelqu'un qui a tendance à réfléchir 30 ans en avance, pour le meilleur et pour le pire. Si jamais, et alors une chose très importante, c'est que si vous avez des questions ou tout d'un coup des interrogations, où vous vous dites mais attendez, là on est complètement perdu, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre et puis à me poser des questions. Ça va ? Parce que donc ça va être, je vais vous chatouiller l'esprit en fait. C'est mon but principal, je dirais, dans les heures qui viennent. Et donc, je peux vous chatouiller l'esprit d'une manière où vous dites ah oui tiens mais ça c'est intéressant, ou bien ah non mais là j'ai l'impression que le prof raconte n'importe quoi. Si vous êtes dans le deuxième quart, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une discussion intéressante qui sans doute se cache juste après. Ça va pour tous ? Alors, donc je vais commencer en fait par mon petit historique. Et alors, je vais sauter directement quelques slides. J'ai allé très largement. Voilà. Et donc on va commencer par le Mésozoïque. Alors le Mésozoïque, l'interaction humain-machine, c'est le brave monsieur que vous avez là. Là on est dans les années 50, grosso modo, années 1950, donc il y a une petite septantaine d'années. L'informatique vient d'apparaître à ce moment-là. Si je vous fais une sorte de petite timeline pour pouvoir se situer, si j'ai déjà couvert tout le tableau, c'est pas mal. Voilà, mais si je vous fais une sorte de petite timeline, vous avez grosso modo ici la Deuxième Guerre mondiale, qui, pour le meilleur et pour le pire, a généré aussi beaucoup d'innovations, et notamment dans ces innovations, vous avez la base en fait de l'informatique moderne qui s'est installée. Typiquement, on dit que les premiers vrais ordinateurs en tant que machine capable d'effectuer des calculs génériques, c'est grosso modo 1946, donc juste après, 45, 46, 47. Et donc les premiers ordinateurs, ça restait des énormes machines à calculer, dont l'interaction ressemblait à ça, c'est-à-dire un panneau gigantesque de commandes avec des fils partout, des boutons. Et du coup, j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à l'utilisateur. Je pense qu'on a dû vous le dire, dès qu'on parle d'interaction, ce qui est extrêmement important, en fait, c'est de définir en fait quel est le public que vous visez par un système. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait de cet utilisateur, du profil, si on devait en faire une persona par exemple. Ouais. Scientifique, ingénieur. Army. War, army. Voilà, ouais, effectivement, juste après, au début, donc tout à fait, vous avez tout à fait raison.
au début, ça a beaucoup été, en fait, c'est surtout la recherche dans le nucléaire qui a énormément poussé les besoins en calcul. Donc, on a quelqu'un d'expert, quelqu'un qui a probablement aidé à concevoir, en fait, le système, donc il sait comment il fonctionne. Donc, fatalement, en termes d'expérience utilisateur, on est un petit peu au niveau 0. Et c'est à quelque part normal, on est sur un profil qui est purement expert. 10 ans plus tard, en fait, vous avez ces objets-là qui apparaissent et qui d'un coup amènent un petit peu de facilité d'utilisation. Alors bon, avec des très 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 gros guillemets. Quelqu'un sait ce que c'est? Une carte perforée, exactement. Donc les cartes perforées ont été créées en fait pour permettre d'envoyer des commandes dans les ordinateurs. Alors, sur le principe, et sans entrer trop dans les détails, c'est littéralement du binaire, c'est-à-dire que si vous avez, alors, pas que je me trompe, si vous avez un trou, c'est un 0, et si vous n'avez pas de trou, c'est un 1. Voilà. Ou l'inverse, mais il me semble que c'est ça. Et donc, ça veut dire que, alors, ça reste plus facile d'usage que ça, parce que là, tout d'un coup, vous avez un moyen qui est présent, qu'on peut manipuler, qu'on peut exploiter, mais ça n'empêche que ça oblige à parler le binaire. Et là, pour le coup, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont un profil informatique dans la salle, quelques-uns. Est-ce que vous parlez de binaire couramment? Pas du tout, moi non plus. Et donc vous voyez que même si là tout d'un coup on a, alors on garde un profil d'utilisateur qui est assez similaire en vrai, mais l'évolution reste assez limitée. Mais vous allez avoir comme ça toute une série d'avancées sur lesquelles on reviendra juste après, et je vais me permettre de faire un saut en fait. Donc là, hein, on est à peu près, si je mets, hop, je vais quand même faire ma timeline. Ici on est 50, et 60, et 70, 80, 90, et après ça, l'an 2000, 2010, 2020, et vous êtes ici. Et donc on va faire un petit saut jusqu'en fait en 83. Alors en 83, vous avez une petite start-up qui s'appelle Apple, qui a sorti le joli bloc gris que voilà sur la gauche. Et ce qui était intéressant en fait, alors, c'est surtout que c'est un des premiers exemples commerciaux. Alors je souligne 3 fois commerciaux, d'interface graphique. Et là, la petite question que j'ai pour vous, donc c'était le système d'exploitation tel que présenté sur cet ordinateur qui s'appelait le Lisa. Et si j'avais un exemple en fait de cette machine et que je la posais du coup sur le bureau, au feeling et en voyant cette image, est-ce que vous avez le sentiment que vous seriez en mesure de l'utiliser? Ça a l'air, hein. Je veux dire, on a des icônes. On a d'ailleurs une jolie icône de poubelle ici. On a un presse-papier, qui est littéralement une icône de presse-papier. On a des menus, on a un menu édition qui est littéralement, et ça je trouve vraiment fascinant, vous avez les articles donc coupés, copier, coller avec les codes CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V, qui est déjà littéralement présent. Vous avez toute une série d'éléments aussi effacés, dupliqués, tout sélectionnés, que finalement on retrouve encore à l'heure actuelle. Alors bon, il y a aussi des différences, évidemment c'est en noir et blanc, mais même si on regarde par exemple la petite application de dessin qui est ici, alors c'est pas Photoshop, on est bien d'accord, mais en termes de ce qu'on a là, en termes d'outils de sélection, en termes de dessin de forme, etc., c'est presque familier, si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Et donc là on est là. Ce qui est assez court en fait, quand on pense que justement donc la carte perforée qui était à peu près ici, en l'espace d'une grosse vingtaine d'années, vous avez tout d'un coup sur le marché un ordinateur qui présente en fait les bases de tout ce qu'on utilise en fait sur un ordinateur à l'heure actuelle. Et en fait,
Et donc là, 83, donc c'était il y a 40 ans. Et finalement, alors, sans trop insister, si vous prenez, alors là, cette fois-ci pas le Lisa. Hein. Le Lisa, pour la petite histoire, donc l'ordinateur que je vous montrais là, a été une catastrophe au niveau produit. Ça a été, ça c'est juste pour l'anecdote, mais en fait, ça c'est un échec chez Apple. Un très bel échec. Ils ont cherché à le vendre 10 000 $. C'était beaucoup trop cher déjà pour l'époque. Et en fait, ils ont repris les idées qu'ils avaient déjà expérimentées avec le Lisa. Ils les ont mis dans une autre machine qu'ils ont appelée Macintosh, qu'ils ont vendue un an après. Ils ont beaucoup plus bossé d'abord le prix, très agressif, le soutien aux développeurs. Et ça, c'est aussi une anecdote, mais c'est une anecdote importante et quelque chose qu'Apple fait très souvent, c'est qu'ils ont réalisé que s'ils expliquaient pas, s'ils prenaient pas un peu de pédagogie pour les développeurs, pour leur dire les gars, vous avez jamais développé avec des fenêtres, des icônes, des menus en pointeur, mais on va vous expliquer, on va vous faire une super documentation et on va vous donner toute une série d'exemples en fait qui vous permettront en fait de vous projeter dans cette nouvelle manière d'utiliser de l'informatique. Ils ont fait ça, ils ont aussi bossé le marketing et là ça a été le succès qui est entré dans l'histoire. Et donc, juste pour la petite histoire, et là vous voyez que ça c'est la slide que j'ai pas mise à jour depuis un moment parce que je prenais juste une machine 30 ans plus tard de 2014 avec un prix, alors inflation non comprise, hein, mais qui était similaire. Un processeur qui a alors là justement il manque des zéros, c'est la partie que j'ai attendez. Non, c'est bon. Les fréquences en fait, vous avez un processeur qui était 400 fois, enfin, avec une fréquence 400 fois supérieure, mais surtout 60 000 fois plus puissant en termes d'instructions par seconde, en l'espace de 30 ans. Mémoire, 60 000 fois aussi. Stockage, là on est carrément à 2,5 millions fois plus de stockage. Un écran qui est 3 fois plus grand, qui a des couleurs, certes, une résolution, effectivement, on est dans une résolution 3 fois plus grande. Et au niveau de l'entrée-sortie, vous avez une souris, un clavier. Alors la souris, clairement, beaucoup plus précise, le clavier plus agréable, mais ça n'empêche que ça reste un clavier et une souris. Et puis, l'interface, je vous l'ai montré auparavant, elle n'a pas beaucoup évolué. Et je trouve assez fascinant qu'en espace de 30, mais en l'occurrence aussi 40 ans, la manière d'utiliser les ordinateurs est restée assez fixée. Il y a eu des évolutions, bien évidemment, mais ces évolutions sont restées finalement assez, je ne vais pas dire discrètes, non, pas discrètes, mais légères. L'esprit, par contre, le fait d'utiliser des icônes, d'utiliser des fichiers qui peuvent être stockés dans des dossiers, qui vont représenter les documents, qui vont pouvoir être manipulés avec des applications, ça resté. Est-ce que pour le moment tout le monde me suit? Ouais. Super, magnifique. Alors, la question maintenant, et celle-ci elle est intéressante. D'abord, oui, encore une dernière chose, c'est que finalement la grande évolution qu'il y a eu entre ici et maintenant, et qui se situe grosso modo ici, autour de 2005, c'est qu'on a quand même changé par contre notre rapport au numérique. C'est pas les ordinateurs qui nous l'ont amené. Ouais. C'est les smartphones, effectivement. Donc, vous avez là, en fait, c'est 2005, la sortie du premier iPhone. Donc, pardon 2007. Ah, c'est marrant, j'avais 2005 en tête. Ok, 2007. Donc 2007, où vous avez en fait les premiers smartphones qui apparaissent. Et par rapport à ce qu'on discutait ici, hein, donc cette espèce de quatuor Windows Icon Menu Pointer, où se situent en fait les smartphones? Alors, là en fait, quand vous utilisez un ordinateur, donc il y a cette espèce de quatuor, les fenêtres, hein, fenêtre, icône, menu, et puis le pointeur. Il n'y a pas de pointeur. Déjà, il n'y a pas de pointeur. Enfin, si, il y a un pointeur, mais c'est quoi le pointeur? Voilà, exactement. Icône. Il y a toujours des icônes. Ça passe.
Ok. Fenêtre. Oui. Ça Paris, encore, il y a encore des... Alors, il y a des fenêtres sans y avoir des fenêtres, en fait. Ouais, c'est plus les mêmes types. Voilà, c'est-à-dire que la manière de les La manière utiliser, d'utiliser. la manière de les utiliser est différente, puisqu'on a, on a simplement moins d'espace à disposition sur l'affichage. Et donc, et une manière de gérer en fait le système qui fait qu'on a toujours un élément en focus. Là où l'ordinateur, en fait, c'était d'ailleurs un des coups de génie d'Apple, d'avoir toute une série de fenêtres qui pouvaient se superposer. Mais donc là, alors on a des fenêtres, mais c'est pas exactement les mêmes. Et puis le dernier, c'est le menu. Il y a sans avoir. C'est plus forcément le menu. C'est un menu personnalisé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va trouver des menus, on va trouver des concepts de menus, en tout cas de listes d'éléments qui permettent de naviguer. Ça, le concept est toujours là. On le voit d'ailleurs sur les sites web. Par contre, le fait qu'il y ait toujours une sorte de barre réservée pour ça, par contre, ça a changé. Donc, il y a eu quand même, et du coup, le fait d'avoir un appareil de petite taille avec une manipulation qui se fait via la main, donc finalement, c'est pas seulement un pointeur, en fait, c'est plusieurs. Enfin, vous voyez, si vous utilisez, si vous ouvrez l'application photo, vous commencez à dézoomer par exemple. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un changement de paradigme. Et là où la raison pour laquelle en fait je prends un petit peu de temps, c'est que si je reviens sur vraiment l'ordinateur, et donc je vous demande de faire une sorte de petit exercice en fait de projection. Vous êtes dans les années 80. L'ordinateur jusque-là, jusqu'à 83, était une machine plutôt réservée dans des domaines scientifiques, calculation. Dans le meilleur des cas, vous aviez déjà quelques machines grand public, genre les Atari, Commodore et compagnie, qui étaient plutôt des machines de jeu, dont les applications se lançaient à la ligne de commande. Donc avec le clavier, vous deviez naviguer en commande, taper, voilà. Et là, vous avez ça qui apparaît. Et en termes d'application, et ça c'est... qu'est-ce qu'on a en fait comme applications qui sont mises en avant en fait sur cette image, qui était une image en fait créée par Apple pour démontrer à quelque part les capacités de leur machine. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, si vous avez les slides. Alors, il y a une application Lisa Write Paper, en traitement de texte. On voit un truc qui s'appelle Lisa Graph, visiblement pour faire des graphiques. Donc il devait y avoir un équivalent tableur. Qu'est-ce que ça dit en fait du public visé? Il est spécifique quand même. Ouais, donc qu'est-ce que tu dis? C'est le professionnel. Professionnel, bureautique. C'est pas accessible à tout le monde. Ouais, surtout il y a un changement. Il y a un changement en fait de public à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on passe de, disons, de notre brave homme ici, qui à ce moment-là était complémenté, disons, par des geeks de la première heure, à qui se taper des commandes terminales ne faisait pas peur. Tout d'un coup, ce qu'Apple a fait, en fait, là, en sortant cette machine, c'est en fait ouvrir le public à des personnes qui n'avaient pas forcément un background soit ingénierie poussée, soit technologie, mais par contre qui étaient quand même dans un environnement de bureau très très poussé. En fait, le use case, à partir des années 80, voilà, c'est plutôt la question de, disons, la personne qui va faire du traitement de texte, facturation, facturation légère. On a tendance à dire en fait que dans les années 80, le use case clé, c'est le tableur. Tout va bien juste là? Ok, super. Et en fait, donc pour revenir en fait au smartphone, justement, l'apparition du smartphone, ce qui est intéressant avec, c'est que là aussi, tout d'un coup, il y a un grand shift. Parce que tout d'un coup, à votre avis, l'application clé, ce qui fait que, s'il fallait que vous me donniez 2 ou 3 applications qui, à votre avis, font que le smartphone maintenant est devenu absolument incontournable, et des choses qu'un ordinateur n'est pas capable de faire. Waze. GPS, ok, pas mal. Pardon? La connectivité,
Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Un navigateur. Un navigateur, on l'a aussi sur l'ordinateur. Hein. Pardon? Les paiements mobiles. Paiement mobile, c'est pas mal, ouais. Okay. Communication dans quel sens? Réseau, tout ça. Tout ce qui est app, style WhatsApp, style Messenger. Voilà, tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, c'est vraiment quelque chose qui apparaît, qui est... Parce que le téléphone, par rapport à l'ordinateur, il y a une dimension très personnelle. Hein. Vous l'avez sur vous. C'est marrant d'ailleurs, je crois qu'il n'y a personne qui a cité le mot téléphone dans les applications clés. Communication, Oui, communication, c'est effectivement, mais c'est pour ça que j'ai demandé de préciser en fait. Et c'est marrant quand on dit communication, le premier qui sort c'est plus WhatsApp que l'application de téléphone. Mais c'est vrai que le téléphone est quand même présent. J'avais lu un article récemment qui disait que l'équivalent d'une killer app en fait pour le smartphone en fait c'était les applications façon Uber et autres. Parce qu'elle rassemble toute une série de choses en fait que vous avez citées là. C'est-à-dire vous avez besoin de la position en fait autant du client que du livreur. Vous avez besoin en fait d'un moyen de paiement, de gérer le paiement entre les deux. Vous avez besoin de gérer en fait le contact entre les deux, d'inclure aussi évidemment les restaurants qui créent les commandes. Bref, à peu près tout ce que vous avez cité là, que ce soit paiement, que ce soit localisation et que ce soit communication. Pardon? Les photos, l'ordinateur, il ne peut pas prendre des photos et filmer. Il peut, mais ça, juste avec la caméra. C'est un bon intérêt. Disons, je pourrais sortir dans la rue, prendre mon ordinateur et puis le braquer comme ça. Techniquement, c'est possible. Socialement, j'ai le ridicule. Oui. Et donc, en vrai, on va pas le faire. Ça d'ailleurs c'est la grande distinction, hein. C'est ce genre de choses. Alors bon, je ne penserai pas du tout vous surprendre, mais mes étudiants en informatique, je passe beaucoup de temps à leur décrire en fait la différence entre le techniquement faisable et puis le socialement acceptable. Et ça c'est un très bel exemple. Et donc en fait, justement, la gamme d'utilisateurs en fait a beaucoup évolué. Précisément, il y a eu un énorme shift et c'est très très drôle. J'ai vu récemment une statistique en fait sur la génération Z où il disait qu'en fait, je crois qu'il y en avait à peu près 20%, en fait 20% de la génération Z qui dit que Internet ne les intéresse pas. Ouais, parce que Internet, c'est pas le smartphone, c'est pas les réseaux sociaux. Internet, c'est ce qu'il y a sur Safari. Et vous voyez un petit peu l'évolution en fait de la manière dont on envisage le numérique qui est en train de se jouer. Bref, j'arrête là. Oui, je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai une grande tendance à partir dans tous les sens. Mon excuse. Si vraiment je pars trop loin, vous me dites, écoutez, la rose a perdu. Je ne vais pas me vexer. Je vais revenir en fait petit à petit donc sur ma timeline. Là, pour le moment, en fait, je vous ai donné le précambrien, hein, ici. Je vous ai donné tout d'un coup l'âge du bronze, qui est donc apparition ELISA, première interface graphique, le smartphone aujourd'hui. Ici, il s'est passé des trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, en version très résumée, c'est que vous avez des chercheurs un peu fous qui ont regardé ça et qui se sont dit, cette machine, on peut en faire beaucoup plus que juste faire du calcul scientifique ou juste faire de la facturation avec. Et je vais prendre un peu de temps pour m'attarder sur deux de ces fous furieux. On va commencer par lui. Alors, là vous avez une photo d'un chercheur qui s'appelle Ivan Sutherland, qui a travaillé au MIT aux États-Unis dans les années 50, 60, 70. Et ça c'est toujours le petit risque parce que j'ai beaucoup de vidéos qui parfois... Ouais, voilà. C'est branché. Hop.
Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la toute première interface graphique au monde. From the very first movie Alors, of Sketchpad merci. taken in the summer of 1962. So this is 25 years old. Rubber bands you're familiar with, but look at what he's doing. He's pointing at the edges and saying, I want them to be all mutually perpendicular, and Sketchpad just figured out how to do that. Sketchpad is the first system to ever have a window. He's actually drawing on a virtual sheet of paper about a third of a mile on a side. And again, to get something he wants, he simply sketches it in roughly and then gives rules like be parallel and perpendicular, and Sketchpad figures out and solves the problems. Here the rule is collinearity, so that the dashes lie directly over the guidelines below. Sketchpad was able to solve very complicated problems in real time involving both linear and nonlinear systems of constraints. Je vais juste arrêter là. Il y en a pour 4 minutes si jamais vous avez le lien de la vidéo. Et donc, en fait, ce que Evan Sutherland a fait, c'est qu'il a pris une des grosses machines dont on parlait, donc celle avec des câbles partout, l'a reliée à un oscilloscope. Donc les oscilloscopes, c'est des appareils scientifiques qui servent essentiellement à mapper des fréquences et autres. Et en fait, a bricolé une sorte de... Alors, il n'avait pas de clavier en fait à disposition non plus, donc il a bricolé une sorte de petit panneau avec toute une série de boutons où chaque bouton correspondait en fait à une commande, et il a créé la première interface graphique, en l'occurrence une interface de dessin technique. Et c'est absolument, enfin moi en tout cas, chaque fois que je vois cette vidéo, je suis absolument fasciné. Je vais reprendre en fait mon... Voilà. Donc mes slides. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait Sutherland, quand il a créé cette application, au passage a inventé toute une série de petits concepts. Alors le premier, c'était les icônes, au sens de une image graphique qui va être liée à une fonctionnalité. L'autre chose qu'il a intégré, c'est le fait de pouvoir zoomer et dézoomer sur une interface. Ça a l'air très con, mais il a bien fallu qu'un jour quelqu'un ait l'idée de créer ça. Et donc, en l'occurrence, c'est Sutherland. Le copier-coller, là aussi, pour nous, c'est naturel. On a toujours vécu avec. Mais le premier à s'être dit, mais en fait, les objets que je crée, là, les objets graphiques que je crée, je peux les démultiplier à l'infini et ça n'aura absolument aucun poids quelconque. En fait, c'est lui aussi. Donc voilà. Et ensuite, certains éléments que vous avez peut-être vu sur la vidéo, c'était le premier aussi à faire ce qu'on appelle la manipulation directe. C'est ce que vous faites en fait sur vos smartphones, c'est-à-dire que quand sur l'écran, lorsque vous dessinez ou tracez quelque chose, vous pointez quelque chose, c'est de la manipulation directe, c'est-à-dire que vous manipulez directement les éléments qui sont affichés. Par rapport à la souris, où là, entre la position de votre main et la position du pointeur, il y a une distance. Et donc il avait aussi bricolé justement, et on voit le fameux clavier dont je vous parlais. Voilà, en fait, ça ne ressemble pas du tout à un clavier tel qu'on l'entend, ou tel qu'il y avait sur les machines à écrire à l'époque. Il a vraiment bricolé en fait quelque chose qui lui permette en fait d'assigner une commande chaque fois sur chaque bouton. Donc là c'est le point historique. Donc Sutherland, on peut le placer en fait 63. Hop, là vous avez je vais reprendre un petit peu l'espèce de marelle qu'il avait créée. Donc toute première interface graphique. 5 ans après, vous avez un deuxième fou furieux, dont vous avez le portrait ici, qui s'appelle Douglas Engelbart, qui lui était en fait dirigeait une équipe de recherche au Stanford Research Institute. Engelbart en fait, alors il est célèbre pour une chose, c'est d'avoir inventé la première souris. C'est un peu triste en fait parce que la première souris c'est la goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il a amené. En fait, avec son équipe de recherche à Stanford, ce sur quoi il a réfléchi en fait dans les années 60, ça a été de se dire, mais en fait, donc la fameuse grosse machine dont je vous montrais encore sur ma slide du Mésozoïque,
là où Sutherland se disait, moi je peux interagir directement avec cette machine, Engelbart s'est dit, cette grosse machine va servir de... Comment est-ce qu'il a placé ça? J'ai un petit doute. Voilà. De facilitateur de communication et d'outils d'augmentation de l'intellect humain. Je ne sais pas si vous réalisez un petit peu la distance qu'il y a entre avoir un calculateur en face et se dire ça va augmenter, ça va être un augmentateur de la cognition humaine dans sa globalité. Et en fait, toute son équipe de recherche à partir de là a commencé à travailler en fait sur ce concept. Et ce qu'ils ont amené quelques années plus tard, en fait, ça a été toute une série d'éléments qui permettaient en fait de travailler ensemble sur de l'information. Donc, le premier traitement de texte, parce que l'information, le fait de communiquer de l'information, pour ça faut du langage, pour ça faut de l'écrit. Le fait de pouvoir éditer le texte, le fait de pouvoir le sélectionner. Et c'est là en fait où la première souris a du sens, c'est qu'en fait elle servait à pouvoir sélectionner des bouts de texte dans l'écriture de texte. Le premier outil collaboratif. Alors, qu'est-ce que j'entends par collaboratif? Si vous avez déjà utilisé Google Doc à plusieurs, à écrire un document, ben voilà, dans les années 60, en fait, ils avaient déjà créé ça. Internet n'existait pas. Hein. Internet, c'est les années 90. Et finalement, des petits concepts comme l'hypertexte et hypermédia. Donc, hypertexte, hypermédia, vous en avez certainement déjà entendu parler. C'est typiquement les liens qu'on trouve sur Internet. Hein. Donc, le fait de cliquer sur un lien, ça vous amène à une autre page. Et en fait, dans la vision de l'équipe de Engelbart, ça avait du sens. Parce qu'à partir du moment où vous avez un éditeur de texte et des liens hypertextes, ben, vous pouvez construire Wikipédia. Et ils ne pensaient pas du tout à Wikipédia hein, à la base. Mais ils ont amené en fait toutes les briques qui permettaient de fabriquer Wikipédia. Voilà. Ils ont présenté tout ça, en fait, l'ensemble, hein, d'un seul coup, lors d'une conférence. Ça a duré 2 heures. Ça portait tout de suite le surnom de Mother of All Demos, parce qu'il y avait tellement d'innovations en fait en 2 heures que toute l'assistante était absolument sciée en fait de ce qu'ils étaient en train de voir. Et donc il y a une sorte de légende entre guillemets qui dit que probablement la Mother of All Demos sera jamais dépassée en termes de la quantité d'innovation fondamentale en fait présentée en l'espace de 2 heures. Voilà. Je suis très fan d'Engelbart, je vous avoue. C'est surtout sur la manière en fait dont il a. Et donc je vais garder encore 2 minutes sur Engelbart avant de passer à autre chose. Juste pour reprendre justement 2 textes en fait qu'il a écrit, enfin 2 extraits de textes qu'il a écrits. Et donc celui-ci, donc voilà, où il écrit, j'avais l'image en fait de quelqu'un qui est assis en face d'un grand écran CRT avec toute une série de symboles. Là on a les icônes, hein, des symboles nouveaux et différents, non restreints à nos anciens symboles. L'ordinateur pouvait être manipulé et vous pouviez opérer toute une série d'objets pour déterminer en fait la manière dont ça fonctionnait. Et j'avais aussi l'image claire. Certains de mes collègues pourraient être assis dans d'autres salles avec des stations de travail similaires, rattachées au même complexe ordinateur, et que nous pourrions partager et travailler et collaborer de manière très proche. Et aussi l'assumption qu'il y aura toute une série de nouvelles compétences et de nouvelles manières de réfléchir qui en évolueraient. Voilà, bonjour, exactement. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Parce que vous regardez la manière dont je dirais, le travail d'information, le travail de documentation se déroulait dans les années 60, ce qui était essentiellement des microfilms et sinon de la machine à écrire. Et la manière dont nous travaillons, en fait, on a effectivement des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de réfléchir, en fait. Ça englose beaucoup sur le fait que les jeunes générations, très honnêtement, je m'inclus, je suis pas jeune, hein, mais sur le fait par contre que l'utilisation de l'ordinateur a tendance à faire en sorte qu'on réfléchit beaucoup plus en parallèle que de manière très focalisée, que donc il y a une nouvelle manière carrément de fonctionner qui est découlée du numérique. Ça, c'est une réalité. Et donc vraiment, avec Engelbart, vous avez l'ordinateur en fait qui passe d'une grosse machine à calculer
un facilitateur de la communication. Et on en revient en fait à ce que vous disiez. Il ne voyait pas encore le smartphone, loin de là. On va lui laisser ça. De nouveau, il n'y avait pas d'internet à ce moment-là. Vous avez une des premières connexions réseau qui vient aussi avec ce qu'ils ont présenté. Ouais. Bon, il y a des gens comme ça qui amènent plein d'idées. Là, on se dit, Ivan Sutherland, dont je vous parlais auparavant, avec son petit outil de dessin finalement un peu léger. Du coup, il s'est vengé. Et quelques années plus tard, enfin grosso modo, toujours dans le même. Lui, il a amené le premier système de réalité augmentée. Finalement, c'était logique. Je veux dire, à partir du moment où vous prenez un calculateur, vous dites je peux interagir avec, pourquoi pas être carrément immergé dans les dessins que vous créez. Alors, il y a aussi justement une très très jolie vidéo. Elle est très courte. Mais, hop, voilà. Je vais aussi vous montrer. Laissez-moi dans une nouvelle fenêtre. Hop là. Voilà. Couc. Et donc voilà, donc là vous avez le tout premier casque de réalité augmentée, virtuelle, on a un petit peu des deux en vrai, qui royalement affichait un cube en filaire. Pardon. Donc en termes d'immersion, ça restait un peu discutable, mais par contre, enfin, il y avait toutes les bases en fait pour les systèmes qu'on voit apparaître à l'heure actuelle. Petite anecdote dessus, de nouveau, mais je l'aime bien. L'équipe d'Ivan Sutherland avait appelé leur système l'épée de Damoclès parce que à l'époque, pour calculer un cube en filaire suivant la position d'un utilisateur, il fallait une machine qui était large, qu'il fallait que la machine soit connectée le plus court possible en fait de ce que voyait l'utilisateur, et donc l'ordinateur était là. Et ils n'étaient pas tout à fait sûrs de la solidité en fait du crochet qui faisait tenir le tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé l'épée de Damoclès. C'est jamais tombé. C'est aussi les bonnes indications que la recherche peut être un domaine dangereux. Est-ce que je vous ai pas encore perdu? Non. Ça va bien, ok. Pas de questions, pas de réactions, pas de... Ça va. Ah, ok, super, c'est cool. Et donc, pour resituer, tout ça, hop, années 60, 65, 70. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous montre tous ces systèmes? C'est parce qu'en fait, vous avez derrière, si on vient par exemple à la vision de Douglas Engelbart, en fait, le vocabulaire qu'il utilisait aussi, c'était travailler, c'était collaborer, il était en plein justement si vous créez une application qui est d'abord en traitement de texte, il y a quand même, au niveau de ce que vous visez comme utilisation, pour revenir justement à ce qui nous intéresse le plus, on revient en fait à notre brave secrétaire et puis au travail intellectuel en fait qu'elle effectue sur ordinateur. Mais c'était quand même globalement la visée. Même chose jusqu'à un certain point avec ce que Ivan Sutherland créait avec son application de dessin. Alors du dessin technique, c'est peut-être pas du secrétariat en général, mais ça n'empêche qu'on est on a les premières étapes en fait. Je dirais pas qu'on arrive tout de suite vers Photoshop, mais quand même on est sur le chemin. Et la dernière chose, c'est que là derrière, ce qui a intéressé en fait tous ces chercheurs, c'était de se dire, ces énormes machines qu'on utilise à l'heure actuelle avec des bouts de carton avec des trous dedans, comment est-ce qu'on va les utiliser après? Parce qu'ils voyaient tous en fait qu'il y avait des grandes capacités et qu'il fallait trouver du coup quel allait être le moyen qui allait permettre en fait aux utilisateurs d'avoir un système qui soit le plus utilisable possible. Et c'est là en fait qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Parce que là en fait, justement, quand Ivan Sutherland crée son épée de Damoclès, en fait ce qu'il est en train de se dire, c'est peut-être que la manière d'utiliser un ordinateur par la suite, ça sera en ayant des lunettes en fait sur la tête. Sans forcément passer justement par le WIMP. Il y a une autre anecdote que j'ai oubliée, mais qui est très jolie en fait, avec aussi l'équipe de Engelbart.
c'est que lorsqu'ils ont créé la première souris, donc je vous disais, ils avaient besoin en fait d'un dispositif qui permette à l'utilisateur de sélectionner des bouts de texte, des mots, des caractères. Et en fait, ils ont testé 6 prototypes pour ça. Et il leur fallait un système, grosso modo, qui prenne un mouvement du corps humain et qui en fasse en fait un lien avec un outil de sélection. Et un de leurs prototypes, notamment, c'était une sorte de truc à visser sous la table, utilisé avec le genou. Parce que, ouais, le genou, vous pouvez le bouger jusqu'à un certain point. Du coup, ils se sont dit, ce qui est bien, en fait, là, leur idée, c'était de se dire, mais en fait, ce qui est bien avec le genou, c'est qu'à ce moment-là, les deux mains sont libres, en fait, pour pouvoir continuer à taper. Alors bon, ils l'ont créé, ils ont créé le prototype, ils l'ont testé, ils ont vu que c'était une mauvaise idée. Ils se sont dit que la souris, c'était mieux, en vrai. Plus simple d'utilisation. Mais on est peut-être passé à ça, en fait, d'avoir des dispositifs de sélection qui soient des trucs, enfin des kits à visser sous les tables. Parce que vraiment, à ce moment-là, tout était ouvert. Et je vais encore continuer un peu plus loin. Et là cette fois-ci, on arrive début des années 80. Mais vous voyez qu'on a toutes ces personnes, finalement, années 60, 70, 80, dirigent petit à petit vers les ordinateurs tels que, justement, ce qu'Apple a sorti à ce moment-là. Vous savez certainement, il y a une autre entreprise qui s'appelait Xerox, qui aussi, à ce moment-là, a aussi sorti toute une série de machines et en fait ont été les premiers vraiment à commercialiser des ordinateurs avec des interfaces. Apple sont beaucoup inspirés d'eux. Et ensuite, on comprend en fait toute une série de choses plutôt sur la manière de présenter les machines et de garantir en fait que tout le monde, que ce soit autant les développeurs que les utilisateurs, les comprennent. Et puis, toujours en parallèle, vous aviez 2-3 chercheurs qui... là aussi, je vais chercher le lien suivant. Voilà. On va sortir. Alors ça, on est toujours MIT. Cette fois-ci, c'est un chercheur qui s'appelle Richard Bolt. Create a yellow circle there. Create a cyan triangle there. Put a magenta square there. Create a blue diamond there. Move that there. Put that there. Move that below that. Move that west of the diamond. Create a large green circle there. Oh, shit. Ils étaient déjà très bons au niveau présentation et conception de vidéo MIT dans les années 70. Là, on est dans quelque chose qui est intéressant. 1979, donc on est juste avant justement la création de, justement la commercialisation plutôt des premiers ordinateurs grand public. Moi, ce qui me fascine déjà en fait dans cette vidéo, vous voyez, alors bon, au niveau de l'application elle-même, là on est sur un prototype qui est purement du toy, c'est clair. Mais qu'est-ce que Richard Bolt utilise en fait comme moyen d'interagir avec la voix, ouais, et le geste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a pas mal de commandes qu'il donne où il doit utiliser les deux à la fois. Et ça, on va justement discuter un peu par la suite. Si je vous dis par exemple, est-ce que vous pouvez me donner cette bouteille ? Il y a 4 bouteilles en fait sur la table, mais là, instinctivement, vous savez à laquelle je fais référence. Parce qu'on est surentraîné en fait en tant qu'être humain à faire le lien entre ce qu'on appelle en fait des modalités d'interaction. Donc, geste plus parole, c'est quelque chose qu'on maîtrise à mort, quoi.
fermez cette fenêtre, oui, la porte est par là, il faudra signer ce document. D'ailleurs, c'est très rigolo en fait, parce qu'il y a une page où il y a toutes les signatures et l'autre où il n'y a pas de signature du tout. Je ne sais pas si c'est voulu. C'est le matin et l'après-midi, parce qu'on a signé maintenant l'après-midi. D'accord. La feuille qui est vide. Ouais, mais le fait qu'il n'y ait pas les mêmes noms, c'est aussi. Non, parce que c'est recto verso. Ah d'accord. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Merci. Non, mais je voulais pas qu'en fait que vous ayez oublié de voilà. Mais donc voilà, tout ça en fait, ce sont justement des capacités. Enfin, le fait de faire le lien entre les différentes modalités d'interaction. Et je pense que vous avez sans doute entendu, on dit généralement que dans la communication humain-humain, la parole stricto sensu, donc le contenu textuel compte pour, je sais plus, 7 ou 8% en fait de l'ensemble de la communication. Le reste étant couvert par la gestuelle, par l'intonation, par le regard, enfin, vous avez enfin, et en fait, justement, là, vous avez quelqu'un qui se dit, parce qu'on est juste avant, de nouveau, l'apparition des premiers ordinateurs, disons, de bureau, dans le sens machine disponible et ouverte à tous, qui se dit, mais peut-être que dans le futur, en fait, le moyen d'interagir avec des machines, ça va être de se rapprocher de la manière dont les humains communiquent. Et si je vous montre cette vidéo, c'est que lui, par rapport à Sutherland et Engelbart, qui eux avaient mis le doigt dans le mille, lui un peu moins, encore que. Et en fait, on va parler un petit peu d'interaction multimodale juste après. Ce qui me fascine toujours en fait avec l'interaction multimodale, c'est qu'elle est extrêmement active là, et maintenant on la va ressortir en fait. Mais il y a typiquement absolument rien eu entre 83 et puis 2000, tout simplement parce que tout le monde était occupé à créer des interfaces graphiques déposées là-dessus. J'en viens au slide. Ouais, voilà. Peut-être encore une dernière, je vais encore vous montrer ça. Puis après ça, je vous proposerai de faire une petite pause. Juste le temps. Est-ce que je peux avoir l'ouverture du lien? Oui, non. Presque. Magnifique. Presque magnifique. J'ai YouTube qui n'est pas super coopératif. Bizarre, Bon. Ah. Voilà, donc là on est un petit peu plus. On est un peu plus tard en termes de système, mais dans les années 90, alors bon, la vidéo est un peu longue, donc je vais directement passer à la partie intéressante. Donc là, YouTube n'est pas coopératif. Ok, ceci dit, je peux vous mimer en fait la vidéo, mais donc c'est un chercheur qui s'appelle Pierre Wellmer. Là, on est dans les années 90. Et ce que Pierre Wellmer s'est dit, c'est que, en fait, dans le travail d'information, dans le travail de traitement d'information qu'on fait, donc où vous avez typiquement un document numérique sur lequel vous travaillez, on fait assez souvent référence aussi à des documents papier, des ouvrages, des livres, des feuilles imprimées, des documents, voilà. Et il avait imaginé, lui, en fait, un système où on puisse faire en fait du copier-coller directement depuis un document physique jusqu'à un document virtuel. Donc en fait, que vous ayez devant vous, par exemple ça, et puis ah bah ouais. Tac. Voilà, et donc voilà, il montre l'exemple. On fait un petit copier-coller, donc on pointe directement sur par exemple, le passage d'un livre, et puis on l'amène et on le colle de manière transparente en fait dans un document virtuel qui est projeté à côté. Et donc comme une manière en fait de mettre à plat le statut du document, qu'il soit virtuel, qu'il soit physique, finalement on s'en fout quoi. Et on devrait pouvoir en fait faire le lien entre les deux de la manière la plus transparente possible. Ouais, donc là effectivement
Ouais. Voilà. Après, je vais être honnête avec vous. Par rapport à tout ce que j'ai montré à présent, ça, c'est le seul qui était partiellement implémenté. Tous les autres étaient purement fonctionnels, mais lui, par contre, avait jusqu'à un certain point. On voit d'ailleurs dans la vidéo, il y a des grands moments, justement où la synchronisation entre les actions de l'utilisateur et puis ce qui est montré dans la vidéo passe qu'à moitié. Et donc, en fait, vous avez toujours en fait ces idées justement, et je vais encore vous en montrer quelques-unes par la suite, mais il y a toujours en fait cette idée de comment est-ce qu'on va au-delà en fait des blocages, parce qu'il en reste encore énormément, hein, entre ce que fait l'utilisateur, entre sa tâche et puis les dispositifs qu'il a à disposition. Voilà, et ça, avec ça, ça concluait la partie plutôt historique. Vous me voyez venir, je pense. Ce que je vais vous encourager à faire, c'est de ne pas vous arrêter à ce qu'on a fait en 83, ni même en 2007. Il y a plein de choses, en fait, auxquelles vous risquez fort de vous retrouver confronté très rapidement, notamment, justement, sur tout ce qui est réalité augmentée, donc on va pas mal en parler. Et mon idée, déjà avec tout ça, c'est de vous montrer qu'en fait, il y a une continuité en fait c'est pas quand Apple en l'occurrence, pour parler d'eux, présente un casque, alors c'est un casque de réalité mixte, mais en même temps il le présente comme une nouvelle manière de faire de l'informatique. En fait, Ivan Sutherland en 1968 avec son ordinateur sur la tête. Son idée était déjà à peu près celle-là, c'est-à-dire on plonge l'utilisateur dans un environnement, on immerge l'utilisateur dans un environnement dans lequel il a à disposition tous ses outils. Alors évidemment, Sutherland n'avait pas la puissance de calcul qu'Apple a à l'heure actuelle, mais par contre, tous les concepts étaient déjà là. Et surtout, justement, les idées qui existaient déjà à ce moment-là ont continué petit à petit. Et vous en avez toute une série, justement celle par exemple de Pierre Wendler, où je montre cette transparence en fait entre le physique et le virtuel. Alors j'ai aucun produit à l'heure actuelle dont on pourrait parler qui amène ça. Maintenant, je vous parie que si on discute dans 10 ans, si on se croise dans 10 ans par hasard, ça ne m'étonnerait pas qu'à ce moment-là, on aurait des exemples qui commencent à poindre en fait vers cette espèce de transparence. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions, des doutes, je ne vous ai pas trop perdu en chemin. Ça a l'air d'aller, c'est cool. Ok, magnifique. Alors, je vous propose de prendre 10 minutes pour respirer, et puis après ça, on va continuer sur les autres chapitres. Ça va ? Non, mais j'ai l'impression regardez. C'est pas bien. Moi, j'ai fait c'est ça. Quand on va sur Tuesday, regarder tous les cours, s'il y a une inscription. À l'époque, je devais garder tous mes cours. C'était genre, on pouvait ouais, et les plans de pourquoi. Et moi, je me suis pour valider le diplôme. J'ai gardé tous mes cours. Et en fait, je fais maintenant. Non, je payais demain. Demain.
la fin du mois. Avant la fin du mois, ouais, voilà. Avant la fin du mois, il n'y a pas de... Oh, c'est bon. Oui, moi, j'aurais appelé ma mère. De quoi? Ah ouais. J'ai payé 13 € alors que j'ai plus tard. Voilà, c'est ça. Ah non, j'aurais posé la question. Moi, j'ai pas pu être payée parce que j'ai déjà été Mais non, parce que le principe de carte de crédit, c'est que tu peux faire du crédit sur. Non, parce que j'avais pas de... Ah. Ah, ma carte on parle pour avril, ils vont arriver. Arrête. Ah, c'est